Donc, bienvenue bonjour à toutes et à tous, et puis bienvenue à notre webinaire sur la cybersécurité. Et puis, alors, comme je vois que vous l'avez fait, j'avais préparé un petit message, effectivement, par rapport au confort d'utilisation pour tous, mais je vois que vous êtes déjà tous conformés, hein, c'est-à-dire qu'on conseille, donc pour des soucis de confort, en fait, de couper caméra et puis micro. Et donc également, nous enregistrons le webinaire, donc ce qui permet effectivement de conserver un anonymat pour vous. Donc, je vous souhaite effectivement la bienvenue. Et puis, avant de vous présenter nos intervenants, voilà, je vous dire juste quelques mots que le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet que nous avons programmé il y a plusieurs mois. Et puis l'actualité nous a effectivement conforté dans notre démarche, puisque on l'a vu dans des actualités récentes que les attaques se multiplient, notamment vers des structures un petit peu plus petites en fait, hein, puisque avant on avait l'idée que ces attaques concernent avant tout les grands groupes, sauf que c'est plus du tout le cas. On va le découvrir au fil de la présentation. Et puis donc l'idée de ce webinaire, c'est pas effectivement de se faire peur, mais c'est plutôt de comprendre comment ça se passe, comment ces attaques fonctionnent, quelles conséquences elles peuvent entraîner, et puis surtout comment agir et réagir. Et c'est pour ça effectivement qu'on avait invité à la fois des experts, hein, donc Florian et Cédric vont se présenter tout à l'heure, et puis aussi et surtout, je tenais à signaler, parce que c'est assez exceptionnel en fait sur ce type de sujet, c'est que donc nous allons avoir le témoignage d'une entreprise. Donc l'entreprise Softec, représentée par sa dirigeante Zora Gallard, qui a accepté de témoigner, de faire partager en fait son expérience, puisque Softec avait subi une cyberattaque, et ce qui permettra effectivement d'illustrer par un exemple concret effectivement comment ça se passe et puis comment c'est vécu côté entreprise. Hein, donc effectivement, c'est sur ce type de sujet, c'est assez exceptionnel. Donc on remercie Zora effectivement d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Concernant les possibilités d'action et d'échange avec nous, en fait, vous avez la possibilité d'utiliser le fil de discussion. Donc, il y a une boîte de chat tout en haut de votre écran. Vous avez une petite bulle. En fait, en cliquant dessus, ça vous ouvre une fenêtre, le fil de discussion. Et tout en bas à droite, en fait, vous pouvez réagir ou poser vos questions. Et puis, bien évidemment, on y apportera réponse. Donc, on va rapidement passer à la présentation. Donc pour ma part, moi je suis Didier Revaux, je suis conseiller en transition numérique à la CCI de Maine-et-Loire et j'interviens auprès des TPE-PME pour les accompagner dans leurs projets qui touchent la vente, la communication, l'organisation et la gestion. Voilà pour ma part, et donc je vais inviter Florian, Cédric et Zora à se présenter. Bonjour, je laisse la parole à Florian. Merci Nora. Bonjour, Florian Barraud, je suis consultant système d'information au sein du cabinet TGS France. Nous accompagnons donc les PME, PMI, ETI, administration, collectivités territoriales sur tous les sujets autour des systèmes d'information, qu'il s'agisse de transformation numérique, de problématiques de cybersécurité, de contraintes de conformité aux nouvelles réglementations, et éventuellement le cas échéant dans la mise en œuvre de DSI externalisés pour les structures qui n'ont pas de DSI interne. Je te laisse te présenter, Cédric. Bonjour, Cédric Duval, je suis consultant en système d'information et cybersécurité. Donc j'accompagne Florian sur tous les domaines qu'il a énoncés juste avant. Bonjour. Donc, voici voilà, les photos de Florian et Cédric. Donc vous voyez que ce sont les mêmes. Voilà. Ce sont les bons. En fait, précision, j'avais oublié de vous le dire. Donc, traditionnellement, à tous les participants et tous les inscrits, en fait, nous transmettons le support. Donc, vous retrouverez effectivement les coordonnées et les présentations de nos intervenants. À vous, Zora. Bonjour à tous, je m'appelle Zora Gallard, je suis là ce matin pour pouvoir témoigner sur la question du hackage dont voilà, nous avons un exemple et nous l'avons vécu. Alors moi je gère depuis 1989 un organisme de formation professionnelle qui s'appelle Softec, qui est spécialisé dans plusieurs domaines, la banque, la finance, la compta-gestion, la paye, les ressources humaines et la relation commerciale. Nous avons deux activités puisque nous sommes à la fois organisme de formation, mais nous sommes aussi un certificateur puisque nous avons créé 5 diplômes
qui sont implantés dans 50 structures différentes sur l'ensemble de la France. Et pour vous dire à quel point nous avons besoin des outils numériques aujourd'hui, puisque chaque année, c'est plus de 1300 candidats sur toute la France qui se présentent à un diplôme Softtech, et nous faisons beaucoup de travail en distanciel. Voilà, nous accueillons chaque année dans notre centre de formation à peu près 300 candidats. Nous sommes une équipe de 9 salariés permanents, plus 36 formateurs vacataires selon leur spécialité. Ok, merci beaucoup pour ces différentes présentations. Et donc, je vous propose, sans transition, comme on dit, de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vous laisse la place, Florian, Cédric et Zora. Merci Didier. Donc, nous allons commencer par rappeler un petit peu le contexte de Softtech pour que les participants comprennent un peu mieux votre environnement. Vous nous l'avez indiqué, votre activité principale étant la formation professionnelle et la certification. Aujourd'hui, combien de collaborateurs disposez-vous au sein de Softtech? Alors, nous sommes 9 à temps complet et nous sommes 36 formateurs. Il y a un réseau de 36 formateurs vacataires. Bon, pour certains, ils sont là pratiquement tous les jours. D'accord. Et en volume de clients, ça représente? Alors, en client direct sur la région des Pays de la Loire, on a à peu près 600 clients. Et puis, nous avons 50 clients sur l'activité de certification, et ce qui représente un nombre important d'étudiants chaque année. D'accord. Aujourd'hui, vous disposez d'un service informatique interne ou vous faites appel à un prestataire externe? Alors, nous avons un système d'informatique interne qui est porté par une structure externe. D'accord. Et donc, l'intégralité de vos logiciels sont hébergés sur votre système informatique ou vous avez également des outils qui sont dans le cloud, utilisés à distance en mode SaaS? Oui, tout à fait. On a des outils qui sont utilisés en mode SaaS, à la fois par rapport à nos logiciels, puisque après le hackage dont nous avons été victimes, ça nous a amené effectivement à changer un peu nos pratiques. Voilà. Et puis, comme je vous le disais, nous utilisons des plateformes de tests à distance, et nous avons une plateforme pour gérer toutes les cohortes d'étudiants chaque année. Et donc, nous avons des flux effectivement assez importants. D'accord. Alors, ce qui nous semblait important aussi de rappeler, c'était le degré de criticité de votre système d'information. Aujourd'hui, tous vos utilisateurs utilisent, ou tous vos collaborateurs utilisent le système d'information au quotidien? Oui, alors ça s'est même accéléré puisque Covid oblige dans nos métiers. Nous avons été amenés d'une part à rester ouverts, puisque nous sommes considérés comme service public actuellement, même si nous sommes une entreprise privée. Et depuis le Covid, effectivement, l'utilisation des moyens distanciels s'est largement multipliée. Et puis les échanges, bien évidemment, via tous les échanges qui peuvent être imaginés dans une entreprise. Alors, chez nous, ce sont des supports de courrier, mais aussi des cours, du Adobe, du PPT, de la classe inversée. Enfin, voilà, tout ce qu'on peut aujourd'hui, audio, vidéo et tableau et écrit, que l'on peut se transmettre. D'accord. Donc, on peut en déduire que votre activité aujourd'hui dépend réellement du bon fonctionnement de votre système d'information? Alors, complètement, parce que nous, si nous n'avons pas accès tous les jours à l'informatique, nous ne pouvons pas travailler, hein. Tous nos partenaires ne travaillent qu'avec des plateformes, tout a été dématérialisé. Et puis, avec le Covid, bien évidemment, nos apprenants sont aussi contraints au distanciel. Mais effectivement, dans notre activité, la partie informatique est très, très importante. D'accord. Donc aujourd'hui, on pourrait estimer que vous ne pouvez pas du tout vous passer de vos systèmes d'information, ne serait-ce qu'une heure, ce serait trop bloquant dans votre activité? Eh ben, quand nous avons une panne, nous sommes très ennuyés parce que nous ne pouvons pas travailler. D'accord. Voilà. Compte tenu des nombreux étudiants et des nombreux clients dont vous disposez, aujourd'hui, quelles sont les données ou quel type de données êtes-vous amené à collecter auprès de ces personnes?
Alors, nous sommes mandatés aussi par l'État pour collecter des données personnelles. Donc, nous avons effectivement peut-être des bases de données qui, en termes de data, peuvent être intéressantes à exploiter, puisque nous avons quand même les coordonnées personnelles de tous les candidats, tous les apprenants, leur numéro de sécurité sociale, leur numéro d'affiliation si ils sont Pôle emploi. Bon, voilà, on a des informations effectivement personnelles et qui peuvent être intéressantes. On l'a compris après. Ok, merci. Donc, de ces quelques questions, on peut déjà en déduire que vous avez un système d'information qui est critique pour vous, que vous êtes amené à collecter des données dites personnelles et sensibles, ce qui, effectivement, dans la suite de nos échanges, aura son importance. On peut passer à l'attaque. L'idée étant de refaire un peu l'histoire. Alors, on ne va pas vous rappeler des mauvais mouvements, mais ce qui nous intéressait, c'était de savoir comment déjà vous aviez constaté l'attaque. Alors, pour tout vous dire, ce jour-là, je n'étais pas sur place. J'étais à Strasbourg chez un de nos clients, justement. Et ma directrice adjointe m'appelle dans la matinée en me disant « Zora, on a un souci ce matin avec l'informatique, ça marche pas bien. » Bon, ben voilà, ça fait partie un peu parfois des questions impondérables. Donc bon, voilà, ça marche pas bien, ça marche pas bien. Et puis, toute la journée, ça s'est dégradé. Et le lendemain, j'étais toujours à Strasbourg. Et là, pour le coup, ça s'était extrêmement détérioré. Et puis, au fil de la journée, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus accès à aucune information, ni sur notre disque interne où nous faisions nos sauvegardes, parce que nous n'avions pas encore de cloud à l'époque, donc notre serveur ne répondait plus. Et ben là, la première question, ça a été qui est-ce qu'on appelle? Comment on fait? Donc, en termes d'impact technique, ça s'est d'abord constaté par une dégradation de l'environnement jusqu'à un blocage total et un accès impossible aux différentes données qui étaient stockées sur vos serveurs et vos disques partagés. Oui, tout à fait. Ça a commencé le jeudi en fin de matinée à se dégrader, et puis le vendredi à midi, on n'avait plus rien. D'accord. Et en termes d'attaque, savez-vous quel était le type d'attaque que vous avez subi? Alors apparemment, ce sont des hackers qui nous ont crypté en fait toutes nos données, donc plus rien n'était exploitable. Ils ont remis notre NAS. Moi, je suis pas une spécialiste, hein, vous y connaissez mieux que moi, mais je répète les termes. Ils l'ont remis à zéro, c'est comme s'il n'avait jamais fonctionné. Donc en fait, il n'y avait même plus de possibilité de faire de sauvegarde. Nous n'avions plus rien du tout. D'accord, très bien. Alors, c'est effectivement une des formes d'attaque. Didier, si vous voulez passer à la slide de présentation des différentes attaques. Donc, Softec a effectivement subi une attaque qu'on appelle rançongiciel. Donc, l'intégralité des données du réseau ont été cryptées et à l'issue de quoi les hackers ont demandé une rançon pour fournir la clé de décryptage. Donc, on entend beaucoup parler actuellement dans la presse, puisqu'il y a des exemples régionaux qui ont été relayés, que ce soit la mairie d'Angers, la clinique de l'Anjou, Atlantique aussi en Vendée. Donc, ce sont des attaques qui sont de plus en plus fréquentes. On en entend beaucoup parler sur des structures de notoriété parce qu'effectivement, tout le monde les connaît. Néanmoins, il faut savoir que ce sont des attaques qui se généralisent auprès également des TPE, PME, puisque 8 attaques sur 10 aujourd'hui ciblent des TPE, des PME. Il y a un vrai modèle économique autour de ce type d'attaque, puisque les rançons peuvent être conséquentes. Donc aujourd'hui, des réseaux de hackers sont organisés. Les têtes de réseau vont plutôt aller chercher des grandes structures sur lesquelles ils peuvent demander des rançons conséquentes. Donc ils vont plutôt travailler sur on va dire des montants importants de rançons.
sur du qualitatif, on va dire. Et derrière, ils vont recruter par le biais du dark web des petites mains auxquelles ils vont fournir des outils qui vont leur permettre d'aller attaquer tout un ensemble d'entreprises. Et là, on va plutôt être sur du quantitatif. Ce sont des attaques de masse, donc ils ne visent pas une structure en particulier, mais toutes les entreprises qui présentent une faille de sécurité. Donc, on le sait, hein, ça peut provenir ça peut rentrer sur le système par le biais d'un mail dont un utilisateur aurait pu ouvrir une mauvaise pièce jointe ou cliquer sur le mauvais lien. Ça peut aussi également passer par des failles de sécurité ou bien par des codes ou des logins mots de passe qui sont insuffisamment sécurisés. Et tout particulièrement dans le cadre du sanitaire qu'on a rencontré en 2020 et qui continue d'ailleurs, et notamment la mise en place du télétravail, où de nombreux accès distants, et Zora l'indiquait tout à l'heure, ont été mis en place sur les systèmes d'information des entreprises pour qu'elles puissent continuer à travailler. Et parfois, ces ouvertures se sont faites un peu rapidement au détriment de la sécurité. Donc ça, c'est une forme d'attaque, mais ce qui nous intéressait aussi, c'était de vous rappeler les différentes attaques aujourd'hui qui sont présentes et qui sont des menaces fortes pour 2021. On entend toujours parler du défacement, donc c'est la défiguration de sites web. On est plutôt là dans une approche idéologique où les hackers vont aller modifier la page principale d'un site web pour faire passer un message. Il y a eu des vagues d'attaques importantes après l'attaque notamment de Charlie Hebdo, où des groupements islamiques avaient piraté des sites web et fait passer des messages dans ce sens. La technique du hameçonnage, hein, on connaît tous des mails qui arrivent dans votre boîte, dans votre messagerie et qui se font passer pour un expéditeur que vous connaissez, qui vont vous demander de saisir des données personnelles de manière à les récupérer, à les réutiliser. Alors, on a notamment en ce moment des vagues de campagnes d'hameçonnage qui permettent de récupérer des codes d'accès justement derrière pour aller faire éventuellement des attaques de type rançongiciel. La notion d'usurpation d'identité, donc ça peut aussi passer par des mails d'hameçonnage. L'idée là, c'est de se faire passer pour quelqu'un d'autre pour obtenir également des informations. On a notamment récemment eu des échos de mails qui transitaient de la part de la DGFiP qui demandaient aux clients de fournir les trois dernières factures des trois plus gros fournisseurs. De manière à par la suite se faire passer pour ces mêmes fournisseurs et de demander à faire des modifications de RIB, etc., pour percevoir les montants des factures. Donc il y a vraiment un niveau de prudence important à avoir aussi sur ce sujet d'usurpation d'identité. La notion de trojan. Alors aujourd'hui, sur les PC ou les terminaux, c'est un petit peu moins vrai puisque les antivirus jouent leur rôle et bloquent bien ce type d'attaque-là. Néanmoins, on tenait à vous sensibiliser autour des smartphones qui sont de plus en plus connectés au système d'information. Alors, à minima par la messagerie, où vous redescendez vos contacts, vos calendriers, vos mails. On sait qu'aujourd'hui, dans la messagerie, il peut y avoir tout un ensemble d'informations sensibles, voire stratégiques pour l'entreprise. Et les smartphones sont aujourd'hui insuffisamment sécurisés. Donc, quand vous téléchargez une application qui est parfois gratuite, elle peut cacher derrière d'autres applications ou un fonctionnement malveillant qui va être amené à collecter vos données. Donc, grosse prudence, il existe des solutions pour soit cloisonner les données professionnelles sur les smartphones, soit sécuriser le smartphone dans son ensemble si c'est un smartphone qui est propre à une flotte d'entreprise. Un point très, très important, les humains. Ça reste un point critique sur la sécurité des systèmes d'information. Il est aujourd'hui très, très, très important de les sensibiliser, donc l'ensemble de vos collaborateurs, de manière à s'assurer que le jour où ils reçoivent un mail d'hameçonnage, ils vont bien faire attention ou une usurpation d'identité. Et on a aussi, là, depuis quelques mois, et tout particulièrement dans le cadre de la mise en place du télétravail et de la crise sanitaire, une augmentation significative des arnaques au président. Où des hackers vont se faire passer pour éventuellement un cabinet d'avocats, vont contacter la comptable après avoir fait un peu d'ingénierie sociale sur les réseaux sociaux pour reconstruire l'organigramme de l'entreprise. Vont demander à la comptable de faire des virements dans le cadre d'une opération stratégique confidentielle, opération qui sera appuyée par un mail du président ou du directeur général de la structure. Bien évidemment, en amont, ils ont piraté la boîte mail du président. Ça peut être aussi son compte WhatsApp ou voire même son numéro de téléphone. Et ils vont confirmer les dires du fameux avocat en renvoyant un mail depuis la boîte du président. Alors comme ça nous semble toujours être un peu lointain. Néanmoins, que ce soit sur des très grosses structures ou voire même des TPE ou PME régionales, c'est fréquent et ça marche très bien puisque ces hackers sont de très bons communicants et savent très bien manier les gens pour les amener là où ils l'entendent.
Alors, ça peut être des virements qui vont jusqu'à quelques centaines de milliers d'euros, et ça peut parfois dépasser le million d'euros. L'exemple le plus concret, hein, c'est en 2020, un cabinet en Champagne s'est fait pirater dans le cadre d'une arnaque au président, plus de 14 millions d'euros, en demandant à la comptable de faire 10 virements d'1,4 million. Donc, comme quoi, c'est possible, même sur des très, très gros montants. La faille 0day, donc c'est la période pendant laquelle une faille de sécurité va être détectée sur un système d'information ou sur un logiciel, mais que l'éditeur de ce système ou de ce logiciel n'aura pas encore publié le patch de sécurité ou le patch correctif. Donc ça laisse effectivement pendant ce temps-là une porte ouverte aux hackers pour pénétrer les systèmes. Ça a été le cas en début d'année sur les systèmes de messagerie Microsoft Exchange, où il y a eu une communication qui a été faite sur le fait qu'il y avait une grosse faille de sécurité. Donc Microsoft a réagi très vite en publiant un premier patch, puis une mise à jour dans les jours qui ont suivi. Mais le laps de temps où la faille a été connue, elle a été utilisée et certains en ont subi des conséquences. Donc là, il faut être très prudent sur les politiques de mise à jour, bien mettre à jour l'ensemble de ces environnements. Et puis parfois, les antivirus peuvent aussi avoir un côté palliatif en attendant la mise à jour de l'éditeur. Un autre type d'attaque, c'est man in the middle. Alors, c'est de plus en plus vrai dans le cadre de la mobilité des collaborateurs et notamment du télétravail. C'est tout simplement l'interception des communications sur des réseaux, par exemple, Wi-Fi non sécurisés. Donc, ça peut être le cas dans le cadre du télétravail. Vous allez utiliser une connexion Internet personnelle. Où vous allez pouvoir être, dans le cadre de déplacement, être amené à utiliser un réseau Wi-Fi d'un hôtel ou dans une gare. Soyez très prudents et privilégiez plutôt les connexions 4G de vos téléphones. C'est plus sécurisé et ça évite effectivement d'avoir des données volées comme ça ou l'introduction de malware sur vos PC. Un avant-dernier point qui là aussi est très très important, les objets connectés, on en utilise de plus en plus à titre personnel, que ce soit la montre connectée, que ce soit la lampe connectée, les ampoules connectées, alors les cigarettes connectées également ou électroniques qui peuvent se recharger sur les PC. C'est très bien où chacun fait ce qu'il entend dans le cadre de sa vie personnelle, mais ce sont des outils qui ne doivent en aucun cas être connectés au système d'information, puisque la sécurité de ces mêmes équipements est souvent très régulièrement remise en cause. Comme on l'évoquait, les cigarettes électroniques qui pouvaient être rechargées sur les ports USB des PC, une grande majorité de ces cigarettes électroniques étaient fabriquées en Chine et les fabricants ont eu la bonne idée d'intégrer au sein de la batterie qui se rechargeait des petits malwares qui, quand on rechargeait sur le PC, permettaient de collecter des données. Donc, c'est des choses toutes bêtes, mais il faut passer, et encore une fois, on rejoint le côté sensibilisation des utilisateurs. On ne connecte sur le système d'information de l'entreprise que les équipements professionnels. Au même titre, les téléphones portables des collaborateurs, la prise électrique passe souvent beaucoup plus loin que le port USB. Donc, on leur recommande de plutôt brancher leur téléphone s'ils veulent le recharger sur la prise électrique murale plutôt qu'en USB sur le PC, puisqu'on n'est pas toujours en capacité d'assurer la sécurité du smartphone du collaborateur. Et puis le dernier point, alors qui n'est pas forcément une attaque, mais qui peut avoir des conséquences quand même sur la performance de votre système d'information, c'est la notion de cryptojacking. Pour ceux qui connaissent un peu le principe de la crypto-monnaie, quand on établit un paiement en crypto-monnaie, il y a un calcul qui est effectué et la personne qui finalise le calcul est rétribuée en Bitcoin pour le remercier de sa participation au calcul de la blockchain. Le cryptojacking, c'est tout simplement le fait que des hackers vont voler des ressources d'entreprise pour avoir une puissance de calcul plus importante, de manière à justement calculer plus de blocs et ainsi être rétribué. Donc ça sous-entend que ça peut impacter la performance de vos serveurs et ça sous-entend également que pour faire cette action-là, ils ont déjà pénétré votre système d'information pour utiliser vos ressources. Donc rien ne les empêchera dans un second temps de également voler ou altérer vos données. Donc voilà une cartographie assez générale des menaces en 2021 et les conséquences, on les connaît, hein, elles sont liées. Si vous pouvez passer à la slide suivante. Les principales, donc l'altération du système d'information. On l'a vu que ce soit problématique de performance ou de destruction de fichiers. Bien évidemment, destruction de fichiers pouvant entraîner une perte de données. Parfois aussi une perte ou une vol de propriété intellectuelle. Dans certaines attaques, elles peuvent être aussi ciblées pour voler des données, donc de l'espionnage industriel. Ce qui peut entraîner aussi une perte d'exploitation. Si votre production dépend complètement du système d'information et que tout est arrêté, bien évidemment, il peut y avoir une perte d'exploitation. Et puis, comme on l'évoquait tout à l'heure en
introduction avec Zora, en fonction de la typologie des données que vous êtes amené à collecter. Si vous avez un volume important de collaborateurs auprès desquels vous collectez beaucoup de données personnelles, ou si vous êtes plutôt dans un modèle B2C, vous travaillez avec des clients, des personnes physiques, vous êtes amené à collecter beaucoup de données, et il est nécessaire dans ces cas-là, si ces données-là ont été altérées, d'en informer la CNIL, voire le client, si vous estimez qu'il y a un risque important pour ce dernier. Donc ça, c'est des obligations liées au nouveau règlement autour de la protection des données personnelles. Alors nouveau qui date déjà d'il y a 2 ans, mais qui n'est pas encore forcément, toutes les entreprises ne sont pas encore forcément en conformité, donc là, il y a encore un peu de travail à faire. Et puis, si effectivement la CNIL, suite à la notification, considère que vous n'aviez pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces données, il peut y avoir des sanctions financières. Donc là aussi, il y a un risque qui n'est pas neutre. Et puis derrière, quand vous communiquez à vos clients, si effectivement vous n'aviez pas fait le nécessaire, il peut y avoir une atteinte à l'image de l'entreprise, ce qui peut entraîner une perte de confiance, voire une perte tout court des clients. Voilà les principales conséquences, en sachant qu'aujourd'hui, le risque zéro n'existe pas. Donc l'idée, c'est de trouver les meilleures solutions pour se protéger des attaques qu'on a pu voir en amont, pour éviter au maximum ces conséquences. Ce qu'il est nécessaire de faire, c'est bien évidemment de prévoir et d'anticiper ces incidents pour gérer au mieux la crise. Donc c'est ce que l'on va voir juste après. En termes de gestion d'incidents, Zora, Oui. une fois que vous avez constaté donc l'attaque, qui avez-vous contacté en premier lieu? En premier lieu, on vous a contacté vous, puisque on travaille avec vous depuis des années. Et sans vouloir vous faire de la publicité, en tout cas, merci parce que vous nous avez effectivement bien accompagnés. Vous nous avez bien conseillé, puisqu'on a tout de suite pris contact avec la réglementation de la CNIL, ce qui nous a permis de circulariser très rapidement auprès de l'ensemble de nos... très rapidement, dès qu'on a pu être remis en ordre de marche, mais ça a été plutôt rapide. Donc, on a effectivement circularisé un mail pour prévenir tous nos clients et tous nos apprenants. Je crois que la rapidité a permis effectivement d'éviter les écueils de perte de confiance et d'image qui auraient été dégradées parce qu'on a tout de suite été transparent vis-à-vis de nos clients et partenaires, et ça, c'est important. Bien évidemment, on a déposé plainte auprès de la police d'Avrier, auprès de la police municipale. Qui effectivement nous a dit que c'était important de porter plainte, mais reconnaissons quand même qu'ils disent aussi très humblement qu'ils ont très peu de moyens finalement pour pouvoir mener une enquête digne de ce nom et puis eux-mêmes tracer, voilà. Je me permets, Zora? Oui. Juste pour rebondir sur les 2 premiers points que vous venez d'indiquer. Alors effectivement, aujourd'hui, il est nécessaire de porter plainte pour justifier que votre système d'information à un moment donné était corrompu et que vous n'en aviez plus la totale maîtrise et que potentiellement des hackers ont pu vous voler de données ou utiliser votre connexion Internet pour aller hacker d'autres structures. Donc c'est très important de le faire. Effectivement, je confirme qu'il est parfois compliqué de porter plainte puisque vous n'avez pas toujours les personnes compétentes en face de vous. Néanmoins, pour avoir échangé et même participé à d'autres webinaires avec des référents sécurité de la gendarmerie sur la région, eux, les premiers, insistent pour qu'on porte plainte, Oui, pour qu'effectivement ces données remontent et que le gouvernement prenne conscience de l'ampleur et du volume de ces types d'attaques et qu'ils puissent par conséquent former aussi leurs équipes, on va dire locales ou de proximité, pour nous accompagner ou accompagner les clients dans le cadre de ce type d'attaque. Donc c'est effectivement pas évident, surtout quand on a face à nous quelqu'un qui se sent pas forcément concerné, mais il faut le faire, c'est très très important. Et non, on a rencontré, nous, une police municipale plutôt concernée, mais qui effectivement nous dit on fait remonter. Après, voilà, c'est un travail aussi, je crois, de spécialistes des questions de cybercriminalité. Et bon, à l'échelle d'une petite commune, on n'a pas forcément le spécialiste qui peut nous apporter le langage. Mais tant mieux, vous étiez là et vous avez pu nous rassurer aussi quant à notre reprise d'activité. Moi, je voudrais dire aussi qu'on avait quand même un système avec un serveur qui était en place depuis un peu plus de 10 ans, si ma mémoire est bonne,
Et effectivement, s'il y a un conseil à donner, c'est de ne pas attendre que nos serveurs soient un peu vieillissants, parce que si j'ai bien compris, les serveurs vieillissants sont aussi repérés par les cybercriminels et on devient des proies plus faciles. Alors, je confirme, dans ce que vous dites, il y a 2 sujets importants. Le premier, c'est effectivement l'obsolescence des systèmes. Microsoft, pour ceux qui utilisent des systèmes Windows, garantit la mise à jour, et notamment les correctifs des failles de sécurité pendant un certain temps, et arrivé à un certain moment, arrête. Donc aujourd'hui, notamment, tous les systèmes jusqu'à 2008 ne sont plus maintenus, donc Windows Server 2008, ce qui peut présenter effectivement des risques importants pour les entreprises qui continuent à les utiliser. Et puis il y a un deuxième sujet, c'est celui de l'évolution des techniques d'attaque. Dans votre cas spécifique, il y avait effectivement un système de sauvegarde qui avait été mis en place sur un disque dur réseau qu'on appelle un NAS, qui jusqu'à votre attaque n'était pas soumis forcément à risque, mais les méthodes d'attaque ayant évolué, les hackers finalement cryptaient les données du serveur et allaient également effacer complètement les NAS en faisant un reset d'usine, une réinitialisation complète, de manière à ce que le client soit totalement bloqué, n'a plus de sauvegarde, n'a plus de données et soit dans l'obligation de payer la rançon. Donc, dans votre cas, vous aviez d'autres sauvegardes qui vous ont permis de redémarrer, ce qui est important. Et puis, je voulais juste vous poser une question sur un point que vous avez indiqué tout à l'heure qui me semble très important. Vous avez communiqué auprès de vos clients, ce qui souvent et partenaires, ce qui souvent est les entreprises n'aiment pas faire. J'aimerais juste savoir quel a été le retour des clients. Est-ce qu'ils ont été plutôt conciliants? Est-ce qu'ils ont été plutôt inquiets ou est-ce qu'ils vous ont plutôt soutenu? Alors, ils nous ont soutenus, ils ont été compréhensifs. On s'est rendu compte que certains avaient été eux aussi victimes de cybercriminalité, donc ils nous comprenaient, si je peux dire, d'autant mieux. De la part de nos apprenants que nous voyons tous les jours, il n'y a pas eu de... voilà. Non, on n'a pas eu en tout cas de retour négatif. Et je pense qu'au contraire, de prendre les devants et de tout de suite prévenir, plutôt que d'attendre que ça se dise finalement par la bande, c'est très certainement, en tout cas, pour l'avoir vécu, la meilleure des solutions. Super. C'est un très bon exemple. Merci Zora. Et dans le cas où vous n'auriez pas de partenaire pour pouvoir vous aider, il y a une plateforme qui a été mise en place qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr qui permet de mettre en contact aussi des victimes avec des prestataires ou des gens qui peuvent accompagner sur la déclaration ou sur la remédiation de l'incident. Non, mais moi je tiens à vous remercier parce que effectivement, quand ça nous est arrivé, alors vous savez, nous sommes une petite structure, nous ne sommes pas des spécialistes de ces questions, donc on se sent plutôt démunis. En même temps, je vais peut-être utiliser un terme un peu fort, mais on se sent un peu violé dans l'intimité de notre entreprise parce que il y a, alors chez nous d'autant plus, il y a du droit intellectuel, il y a de la protection intellectuelle. On produit beaucoup, nous sommes des producteurs de diplômes, donc nous écrivons beaucoup et ce sont des données effectivement qui sont plutôt confidentielles. Mais vous nous avez accompagnés. Nous, on a apprécié aussi. Vous nous avez tout de suite prévenus pendant le week-end en nous disant ah là là, attention, là, on a reçu une demande de rançon. Voilà comment ça se passe les rançons. On a pu continuer à communiquer avec vous pendant le week-end pour savoir ce qui se passait. Et puis, effectivement, comme vous me dites, Florian, quand on a vu que le NAS ne fonctionnait plus et qu'on n'avait plus de sauvegarde, heureusement que nous avions effectivement par devers nous des sauvegardes que nous effectuons de façon régulière. Ce qui nous a permis de pouvoir, la semaine d'après, reprendre notre activité à peu près normalement, même si effectivement les dernières données, et c'était important parce qu'on venait de faire tous les plannings pour la rentrée à venir, parce que c'était en juillet, on avait fait tous nos plannings de l'année, et voilà, ça, on a recommencé, voilà, mais on a quand même évité d'être dans une situation très très critique parce qu'autrement nous perdions les données d'une vie en fait. Sauvetech à 32 ans, ouais, ça fait peur et ça fait mal.
Donc, vous considérez aujourd'hui le délai, l'attaque a été initiée le jeudi, prise de conscience vraiment de l'attaque le vendredi et un redémarrage de l'activité dans, on va dire, des conditions dégradées mais fonctionnelles à partir du début de semaine suivante. Tout à fait, tout à fait. Alors voilà, après on a remonté nos manches, on a rattrapé ce qui était réellement perdu. Mais heureusement, on avait sauvegardé nos bases de données, on avait sauvegardé notre ingénierie. Donc voilà, beaucoup de notre comptabilité, enfin voilà, on avait quand même de quoi recommencer à travailler. Alors, ce qui est aussi important à rappeler dans ce cas de figure, c'est que ce qui est important une fois qu'on a subi l'attaque, effectivement, c'est de restaurer les données pour redémarrer au plus vite. Mais aujourd'hui, ce qui prend énormément de temps, notamment sur des parcs informatiques conséquents, c'est d'identifier l'origine de l'attaque. Alors, dans votre cas, l'origine a été ciblée assez rapidement, ce qui a permis de corriger et puis de restaurer en étant serein et en étant serein, en étant sûr que ça ne se reproduise pas. Mais effectivement, sur des environnements plus conséquents, quand l'attaque est bien dissimulée, ça peut prendre quelques jours, voire quelques semaines, de manière à remonter jusqu'à la source, à l'éradiquer avant de redémarrer intégralement le système d'information. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui dans des administrations comme la mairie d'Angers qui, quasiment 3 mois après l'attaque, a encore des services qui ne sont pas totalement redémarrés. C'est le cas également pour la clinique de l'Anjou et d'autres structures que l'on connaît où les redémarrages se font plutôt en plusieurs semaines qu'en plusieurs jours. Oui, c'est ce que vous avez fait, parce que vous êtes intervenu aussi sur l'ensemble du parc informatique que nous consacrons à nos apprenants pour effectivement tout bien vérifier et tout renettoyer. Et je voudrais dire aussi que voilà, nous, quand on est face à des hackers, heureusement finalement qu'il y a des professionnels comme vous qui vous positionnez en intermédiaire. Parce que comprendre une demande de rançon en bitcoins, enfin bon voilà, c'est pas du tout notre travail et heureusement qu'il y a des professionnels comme vous qui êtes intermédiaires et qui pouvaient, au fur et à mesure des étapes, allez, je vais oser le terme, les décrypter. Donc, pour passer à la slide suivante, Didier, l'idée en cas de cyberattaque, donc qu'est-ce que vous devez faire? Alors déjà, effectivement, réagissez vite. Alors comme je disais, attention, il ne faut pas confondre non plus vitesse et précipitation, notamment dans le cadre de la remise en route du système d'information. Il est très très important de prendre le temps d'identifier l'origine, le risque étant sinon de restaurer toutes les données et de revivre la même mésaventure quelques jours ou quelques semaines plus tard. Donc en tout cas, il faut quand même réagir vite, alerter immédiatement le service informatique interne ou le prestataire informatique et déconnecter sans forcément éteindre les machines infectées. Donc, on les déconnecte du réseau, si c'est possible, sinon on les éteint pour s'assurer que l'attaque ne va pas se diffuser sur le reste du réseau. On l'a évoqué, il faut déposer plainte et en aucun cas payer la rançon. Alors, ce qui n'empêche que vous pouvez quand même échanger avec les hackers, ce qui permet d'entretenir un peu le lien jusqu'à ce que éventuellement la gendarmerie vous demande des informations complémentaires. Il faut savoir que dans ce type d'attaque, généralement, vous recevez un mail ou un message sur le PC qui vous indique un montant de rançon dans un délai de 24 heures. Ce même montant augmente après ce délai de 24 heures jusqu'à 48 heures. Et puis encore, les 48 heures passées, ils vont encore augmenter. Et puis passer quelques jours, tout est bloqué et les boîtes mail sur lesquelles vous pouvez échanger avec les hackers sont fermées. Donc, ils vous mettent aussi un petit peu de pression pour que vous vous sentiez obligé de payer vite sans prendre le temps d'analyser la situation et de voir si vous êtes en capacité de restaurer les données. Comme je le disais en introduction, ce sont des réseaux qui sont organisés. Pour avoir accompagné un client qui était dans une situation similaire, nous avons échangé avec les hackers qui, après quelques mails et quelques échanges, nous ont prouvé qu'ils avaient bien la clé de décryptage en nous renvoyant un fichier décrypté qu'on leur avait envoyé crypté. Et puis, à force d'échanges, on bloqué le compteur pour qu'il arrête d'augmenter et jusqu'à nous proposer une remise de 20% sur la rançon pour nous inciter vraiment à la payer. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment l'argent et ils sont prêts à faire des efforts au même titre que toute activité commerciale pour contracter de nouveaux clients. Donc, en tout cas, on ne paye pas la rançon, ça c'est une évidence. Sinon, c'est juste prouver que vous êtes en capacité de le faire et rien ne les empêchera de revenir 15 jours plus tard pour recommencer.
Ce qui est très important aussi, c'est de contacter les autorités compétentes. Donc, on a évoqué cybermalveillance.gouv.fr tout à l'heure, qui est une plateforme gouvernementale qui accompagne les PME, PMI et TPE sur ces problématiques de cyberattaque. Pour les organisations, administration publique, collectivités territoriales, secteur public, c'est plutôt l'ANSSI. Et puis pour tout ce qui est secteur médical, c'est plutôt la CSS. Donc, en fonction de votre activité, ne pas hésiter à contacter ces autorités compétentes. Bien évidemment, on identifie, on isole, on confine et on corrige la faille de sécurité. L'idée étant que ça ne se propage pas plus que ça ne l'est déjà. On va sauvegarder les preuves de l'attaque. Alors ça aussi, c'est très important. Si demain, l'ANSSI, éventuellement, si vous êtes concerné, ou bien la gendarmerie se déplace, ils vont avoir besoin de preuves. Donc, globalement, on demande à isoler toutes les données qui ont pu être cryptées, parfois même à changer les disques durs des machines pour pouvoir redémarrer sur un environnement sain. Si vous avez souscrit une police d'assurance, il peut être intéressant de le déclarer donc, à votre assureur pour voir si effectivement l'attaque que vous avez subie peut être couverte par votre police. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, si vous avez des données personnelles qui ont été impactées par l'attaque, il faut notifier la CNIL dans un délai de 72 heures. Donc ce délai est aussi très court. C'est pour ça que toutes ces étapes-là doivent être réfléchies en amont pour que le jour où vous subissez l'attaque, vous sachiez bien dans quel ordre vous devez traiter ces sujets, qui fait quoi et comment. Et puis, si ces données personnelles qui ont été cryptées, volées, altérées, présentent un risque avéré pour les personnes concernées, il faut aussi les informer. Donc, ce qui a été fait notamment par Softec. Alors, ça peut être par le biais d'un communiqué de presse, ça peut être par le biais d'un mail, d'une alerte sur le site internet ou autre, mais c'est important de les informer. En termes de bilan sur cet incident, aujourd'hui, pour vous, quel est le bilan économique en termes d'image? Quelles ont été les conséquences? Alors, bilan économique, je ne peux pas dire qu'on a perdu une partie de notre exploitation dans le cadre de cette cyberattaque, parce que grâce effectivement aux sauvegardes, on a pu reprendre notre activité assez rapidement, je trouve. Bilan de l'activité, en tout cas, avoir une vraie réflexion, même au sein de nos TPE, PME, autour de la cybersécurité, pouvoir sensibiliser les équipes. Alors nous recevons beaucoup de stagiaires, donc voilà, il y a aussi à transmettre les messages. Avoir une politique aussi, réfléchir à une politique, on va dire, de confidentialité dans l'entreprise pour avoir des zones qui ne soient pas accessibles à tout le monde. Depuis, on a laissé tomber le serveur, on est passé sous cloud, mais on continue à faire des sauvegardes. Parce que, comme vous l'avez dit, rien n'est 100% sécurisé. Et en termes d'image, je vous dis, la communication ultra rapide qu'on a pu faire nous a permis, en tout cas, d'alerter. Et je pense que ça, les clients ont apprécié. D'accord. Et si, alors je ne vous le souhaite pas, mais si cela se reproduisait, est-ce que vous referiez des choses différemment de cette première attaque en termes de gestion de crise, en termes de communication, ou aujourd'hui vous pensez avoir géré le mieux possible effectivement cette situation qui était forcément exceptionnelle et inattendue? Je pense que peut-être que nous réagirons en tout cas de la même manière, c'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur son partenaire qui est le professionnel et qui gère le système informatique pour l'entreprise. C'est un vrai travail de partenariat, que ça aille bien ou dans les mauvais moments. C'est là où on doit être solidaire. J'imagine que si ça, j'espère pas, mais si jamais demain nous étions victimes d'une cybersécurité,
elle serait d'une autre nature puisque nous n'avons plus de serveurs, c'est un cloud et donc les questions se poseront différemment. Mais en tout cas, oui, nous réagirions de la même manière. D'abord vous contacter, porter plainte auprès de notre police municipale et puis communiquer très rapidement auprès de l'ensemble des intéressés. Maintenant, j'espère en tout cas que on va plus intéresser. Mais on ferait la même chose. En tout cas, vous avez dit quelque chose d'important, c'est sur la demande de rançon, parce qu'alors vraiment, voilà, là, on sent qu'on est victime d'escrocs qui non seulement vont revendre de la data qu'ils vous ont pillée, mais en plus vous demandent de payer pour vous voler. Donc, voilà, là, moi, j'avoue que ça m'énerve particulièrement. Donc effectivement, hein, pour s'affranchir de tous ces risques, on peut vous partager quelques recommandations. Donc l'idée, c'est de mettre en œuvre une stratégie de cyber-résilience pour anticiper ces attaques, puisque comme on l'évoquait, le risque zéro n'existe pas. Donc premièrement, c'est de désigner un responsable de la sécurité informatique de votre système d'information, qu'il soit interne ou externe, donc en fonction de la taille de votre structure, soit déléguer cette mission à un prestataire, soit avoir une ressource interne qui puisse en assurer la responsabilité. Bien sensibiliser vos utilisateurs, hein, c'est un point primordial. Il existe notamment sur le site cybermalveillance.gouv.fr des kits de sensibilisation avec des petites infographies sur page A4 que vous pouvez imprimer et afficher à la cafétéria ou relayer par le biais de vos CSE ou autres auprès de vos collaborateurs pour les sensibiliser, ou voire même solliciter des prestataires qui vont pouvoir vous proposer des missions, campagnes de phishing, etc., pour avoir quelque chose de concret à leur restituer par la suite. Rédiger une charte informatique, l'objectif de la charte étant de bien définir les risques et les limites de l'outil informatique. Donc ça permet de bien dessiner un cadre à l'utilisation des outils, ce qui peut être fait, ce qui ne doit pas être fait. Donc c'est en rebond à la sensibilisation des utilisateurs. Très important, on cartographie les données et les équipements sensibles, ce qui permet le jour où l'attaque survient de savoir particulièrement quelles sont les données qui ont été impactées. Est-ce que ce sont des données personnelles? Est-ce qu'on doit les déclarer à la CNIL ou pas? On définit une politique de sécurité, incluant une politique de sauvegarde et une politique de mot de passe. Donc, dans la politique de sauvegarde, comme on l'évoquait tout à l'heure, aujourd'hui, on peut plus se limiter d'avoir juste une copie des données en local. Il faut à minima penser à externaliser ces sauvegardes. Alors, ça peut être des sauvegardes externalisées dans le cloud, ça peut être des sauvegardes externalisées sur un support amovible. Cette externalisation doit également être ce qu'on appelle offline, donc déconnectée du système, pour que le jour où l'attaque se produit, que les hackers ne puissent pas aussi accéder jusqu'aux sauvegardes. Donc ça, c'est très important. Et sur la politique de mot de passe, l'idée, c'est aussi de mettre en place une politique qui impose des mots de passe complexes. Alors, à titre d'information, les mots de passe aujourd'hui, on a tendance à dire qu'à partir de 8 caractères, c'est déjà sécurisé. Néanmoins, si on met 8 caractères et que ce ne sont que des lettres minuscules, il faut de l'ordre de 5 secondes pour craquer le mot de passe. Si c'est minuscule, majuscule, toujours sur 8 caractères, on est sur 22 minutes. Chiffre minuscule, majuscule, on est sur 1 heure. Donc, vous imaginez bien que si le hacker veut vraiment pénétrer votre système, et surtout qu'il ne va pas y passer 1 heure, hein, c'est des outils qui vont hacker le mot de passe pendant 1 heure, c'est rien. Donc, pensez à mettre effectivement des mots de passe complexes qui intègrent des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux, etc. Et puis de bien, dans le cadre de la sensibilisation, rappeler aux collaborateurs que le mot de passe de l'entreprise ne doit pas être utilisé sur d'autres environnements. On ne va pas créer un compte sur Darty ou la Fnac avec son adresse mail pro et son mot de passe pro. Le risque, c'est que si c'est le portail ou le site web de la Fnac ou Darty qui est craqué, ils récupèrent les identifiants et ces identifiants sont ensuite revendus pour pénétrer les systèmes d'information pour pouvoir les attaquer. Donc ça, c'est important. L'unicité du login mot de passe de l'entreprise doit rester dans l'entreprise. On fait évoluer les solutions de sécurité en fonction des risques. Donc, on l'évoquait, que ce soit des solutions de sauvegarde, les firewalls, les antivirus. Et on fait auditer son système d'information régulièrement pour s'assurer que les solutions qui ont été mises en place il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, correspondent bien aux risques d'aujourd'hui et aux techniques d'attaque d'aujourd'hui.
Et puis, on se met en conformité avec la réglementation, comme on l'indiquait tout à l'heure, notamment dans le cadre du RGPD, pour s'affranchir d'éventuelles sanctions. Pour vous donner un ordre d'idée sur les budgets liés au système d'information, aujourd'hui, on considère que le budget du système d'information correspond à entre 1 et 10% du chiffre d'affaires global de l'entreprise. Alors, 1 à 10%, c'est large, mais ça va dépendre aussi de l'activité. Les entreprises qui sont plutôt dans le secteur de la finance vont être plutôt proches de 10, et les entreprises du bâtiment vont plutôt être de l'ordre de 1%, puisqu'ils utilisent parfois moins d'outils informatiques que dans la finance ou d'autres secteurs d'activité où tous les collaborateurs sont équipés. Et sur ce même budget-là, globalement, on en ressort à peu près 10% dédiés à la sécurité informatique. Donc, ça peut vous donner quelques repères par rapport à vos activités, à votre chiffre d'affaires, de vous dire quel est aujourd'hui le budget alloué à la sécurité informatique. Il devrait être de l'ordre de quasiment 1% pour tout ce qui est protection firewall, antivirus, les audits de sécurité réguliers, l'accompagnement sur la rédaction d'une charte informatique, sur la mise en place d'une politique de sécurité, etc. Donc, bien évidemment, ça reste des recommandations qu'il est important d'appliquer, mais qui n'empêcheront pas que votre système d'information puisse être hacké. Donc, l'idée, c'est encore une fois, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est dans la politique de cyber-résilience, c'est aussi de réfléchir à quelles seront les actions menées, celles qu'on a notamment identifiées tout à l'heure, pour faire face à l'attaque le jour J, quand vous serez au pied du mur, puisque c'est rarement en cas de crise qu'on a ou dans l'urgence qu'on a les meilleures idées. Donc voilà pour nos recommandations. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose, Zora. Dans les recommandations, je crois que vous avez bien évidemment dit le principal, mais en tout cas, on a tous tendance à penser que ça n'arrive qu'aux autres. Et peut-être encore quand on est une petite entreprise, encore plus en se disant « Oh, on n'intéresse pas vraiment du monde, on fait moins de bruit qu'une entreprise internationale. » Eh bien non, ça n'arrive pas qu'aux autres, et aujourd'hui, ça fait totalement partie des prérogatives d'une entreprise que d'avoir l'œil acéré sur la cybersécurité, parce qu'effectivement, c'est notre travail, ce sont nos fonds de commerce, c'est la richesse tout simplement de nos entreprises, et donc on ne doit pas prendre ça à la légère. Donc voilà, je crois que chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit. Et effectivement, cette expérience, si elle n'est pas agréable à vivre, pour nous, c'est plutôt terminé de façon positive, on va dire. En tout cas, on n'a pas eu de perte d'activité engendrée par cette cyberattaque. Mais il n'empêche que c'est très difficile à vivre quand même. Donc voilà, soyons vigilants pour éviter d'avoir à vivre ce type de moment pénible. Okay. Pour conclure le dernier mot, on est effectivement aujourd'hui dans un contexte de transformation numérique des activités des entreprises, donc qui s'ouvre de plus en plus à l'extérieur. Qui dit ouverture du système d'information Internet, ça crée effectivement parfois des failles de sécurité, dans un contexte de cybercriminalité de plus en plus important, et avec un contexte sanitaire qui n'aide pas, puisqu'effectivement la mise en place du télétravail a nécessité soit la mise en place urgente d'outils pour continuer à communiquer avec les clients, soit la mise en place d'accès distants également dans l'urgence pour que les collaborateurs puissent continuer à travailler. Et c'est un des points qui a été repris dans le rapport annuel de cybermalveillance.gouv.fr, donc rapport 2020 qui est sorti là il y a quelques jours, où ils ont effectivement noté une recrudescence exponentielle des attaques sur le mois de mars 2020 et sur le mois d'octobre 2020, au moment où nous étions confinés la première fois et reconfinés en 2020. Donc soyez très prudents sur ces sujets, et je vous invite vraiment, pour ceux que ça intéresse, à lire ce rapport qui est aussi très intéressant et très instructif sur l'activité de la cybercriminalité en France auprès des TPE, PME et PMI. Ok, merci à tous les trois. Donc, alors, j'invite effectivement, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, l'ensemble des personnes qui sont présentes avec nous ce matin à pouvoir s'exprimer, poser des questions,
voilà, ou réagir via le fil de discussion. Moi, ce que je retiens surtout, voilà, effectivement, c'est toutes les informations. Chacune de ces informations était hyper importante et effectivement, c'est ce qu'on souhaitait, nous, le message qu'on souhaitait passer au relayé ce matin. Ce que je retiens, effectivement, s'il y a quelque chose à faire, peut-être en priorité, c'est de savoir où on en est quand on parle d'un sujet. Et donc, peut-être dire le message fort, peut-être à passer aujourd'hui, c'est de dire, bah voilà, souvent, ça passe pour savoir où on en est par un diagnostic ou un audit d'un expert, quel qu'il soit. Vous en avez noté ou fait référence à plusieurs. Expert informatique, expert en cybersécurité pour savoir précisément où on en est et puis envisager effectivement mettre en place des solutions. Et souvent, on parle de plan de continuité d'activité, ce qui a été évoqué aussi tout à l'heure. Et ça, c'est fondamental parce que derrière, le risque zéro n'existant pas dans le domaine de la cybersécurité, mais dans d'autres domaines, effectivement, la notion de plan de continuité d'activité est aussi fondamentale. C'est-à-dire, voilà, même si on met en place tout un tas de choses, si toutefois il arrive un sinistre, comment on fait pour continuer notre activité? Donc voilà, se poser ces questions fondamentales-là et de ces questions-là, effectivement, en découle tout ce qu'on a pu évoquer, les bonnes réactions, les bons moyens, etc., etc. Mais je pense que moi, ce que je retiendrai aujourd'hui, c'est plutôt de dire, voilà, aujourd'hui, je serai entreprise, j'aurai besoin de savoir où j'en suis, où est mon système d'information, quel vous avez évoqué Zora, effectivement, premier réflexe, c'est dire qui j'appelle, effectivement, de pouvoir déjà avoir la réponse à cette question, ça peut faire gagner un petit peu de temps. Voilà. Donc, c'est des petites choses toutes simples parce qu'effectivement, la vie des entreprises, c'est pas de passer son temps, effectivement, à s'assurer de la sécurité de son système, c'est pas de passer son temps à s'assurer de la sécurité, etc., sur tous les domaines dans lesquels elle intervient, mais c'est de faire, de réaliser, de réaliser son métier, quoi, finalement, pour gagner de l'argent, effectivement, mais bon, s'appuyer sur les bons partenaires. Donc, moi, c'est vraiment ce que je retiendrai, en fait, de votre présentation. Donc, encore une fois, je vous remercie infiniment de votre présentation et de votre présence et de votre disponibilité à tous les trois. Moi, j'avais juste quelques petits messages à passer avant de conclure et de nous quitter. Donc, vous invitez en fait à nos prochains rendez-vous, donc sous forme de webinaire. Le prochain rendez-vous va concerner le RP. Donc, c'est un sujet aussi où on a constaté beaucoup de demandes depuis 1 an ou 2 ans, donc beaucoup de questions et de projets autour des ERP. Notamment qu'il y a entre autres des aides qui permettent aux entreprises de pouvoir effectivement faciliter la mise en place de ce type de solution. Et puis un autre sujet le sujet ERP, donc ce sera un webinaire organisé par la CCI Maine-et-Loire. Et donc le 21 mai, le webinaire sur la sobriété numérique sera organisé par la CCI Région Pays de la Loire. Donc le sujet du numérique responsable aussi, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, qui nous touche beaucoup et on voit, notamment quand on suit ça sur les réseaux, c'est un sujet qui monte en puissance et d'ailleurs il y a une loi qui est en cours. Alors, je ne sais pas si elle est au Sénat ou à l'Assemblée en ce moment, mais voilà, qui est sur cette question de numérique responsable. Donc on voit que c'est quelque chose qui va pénétrer la vie des entreprises de façon beaucoup plus forte dans les mois et années à venir. Donc c'est un sujet voilà, auquel il faut s'intéresser. Et puis pour conclure sur ma partie à moi, pour faire le lien avec ce que vous évoquiez, les compétences à intégrer, les moyens, etc. en entreprise, qui peuvent être le relais effectivement des experts en cybersécurité. Donc il y a des possibilités de se former. Alors vous les avez sous les yeux, se mettre en conformité avec la RGPD, tout ce qui est protection des données. Éventuellement de réfléchir à faire monter quelqu'un en compétence ou à mettre en place dans sa structure un délégué à la protection des données et puis avoir un référent qui est un peu plus spécialisé. Ce ne sera pas l'expert cybersécurité comme un prestataire spécialisé, bien évidemment, mais avoir un référent cybersécurité qui puisse permettre en fait de faire le lien entre l'entreprise et puis l'expert. Voilà, donc ça, il y a des possibilités de financement comme c'est indiqué en fait sur la diapo. Mais voilà, donc ça permet de faire le lien avec tout le contenu qui a été proposé et tous les propos qui ont été tenus. Alors, je jette un œil en même temps. Alors, il n'y a pas de questions. Donc, quand il n'y a pas de questions, on dit que tout a été clair. Alors, pour ma part, mais bon, je suis pas forcément hyper objectif sur le sujet, mais je pense que ça a été effectivement le cas. Et puis, le fait d'avoir illustré ça par l'exemple de Zora et de Sauveterre,
tech, en fait, ça a éclairé les choses et ça a permis de mettre quelque chose de beaucoup plus concret, en fait, parce qu'effectivement, on peut voir, lire, entendre beaucoup de choses sur tout ce qui est cybersécurité. On peut se faire son idée, mais qui reste un peu théorique. Et là, du coup, grâce à Zora, en fait, on a été plongé, en fait, dans un exemple concret et dans une espèce de réalité, parce qu'effectivement, là, je pense qu'on a pu un peu plus facilement s'identifier et puis se dire, bah oui, effectivement, ça peut réellement arriver. Ah oui, et puis ça se passe concrètement comme ça dans son quotidien. Et puis, on arrive le matin au boulot et on se rend compte qu'il y a des petites difficultés. Puis le soir, il n'y a plus rien, quoi. Ouais. Donc, voilà. Alors, je rejette un petit coup d'œil, un dernier coup d'œil, en fait, aux questions. Voilà, alors vous avez bien évidemment des félicitations que je partage avec nos participants pour tous les trois, Florian, Cédric et puis Zora. Donc il va nous rester alors c'est quelques secondes pour se quitter et puis se dire au revoir et puis peut-être à bientôt. Et puis surtout un très très grand merci encore une fois de votre disponibilité, de vos explications, du temps que vous avez passé aussi à la préparation de ce webinaire. Donc merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée à tous les trois. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, et merci encore, Zora. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas les sauvegardes. Belle journée à tous. Belle journée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.